atteignent des niveaux élevés en Europe comme aux États-Unis, l'investisseur qui souhaite diversifier son portefeuille peut trouver une alternative dans le non-coté, une vaste classe d'actifs très attractive en plein essor. Pour faire court, le non-coté, cela désigne des investissements dans les entreprises privées, généralement des PME ou des ETI, mais également des investissements dans l'immobilier et les infrastructures. C'est sur ce marché, longtemps réservé aux institutionnels, mais qui s'ouvre aujourd'hui au grand public, que nous allons consacrer notre nouveau numéro des rendez-vous éco-responsables. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Faget. Philippe, tu es depuis 15 ans dans la gestion d'actifs et tu gères aujourd'hui les actifs privés de Vega IS, une filiale de Natixis au sein du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Tout à fait. Nous accueillons également Gorka Gonzalez. Gorka, toi, tu es aussi depuis une vingtaine d'années dans le monde bancaire et tu diriges l'activité retail de BPI France. En clair, tu gères toute l'activité qui permet aux particuliers d'accéder au capital investissement. Tout à fait. Bonjour. 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 Alors, bon, pour être clair, le non-coté, c'est souvent un peu brumeux pour les particuliers, pour les investisseurs particuliers. C'est vrai que c'est une vaste classe d'actifs, c'est un univers qui comprend plusieurs familles d'investissements. Alors, expliquez-nous précisément de quoi parle-t-on? Les actifs non cotés, qu'on appelle aussi les actifs privés, en fait, ce sont des actifs qui sont non cotés en bourse, donc qui ne s'échangent pas sur des marchés réglementés, et ils comprennent une large variété de types d'actifs non cotés. Donc on peut avoir tout ce qui est le private equity ou le capital investissement, où on va directement investir dans des entreprises non cotées telles que des PME, ETI, son pendant côté dette qui s'appelle la dette privée, et aussi tout ce qui est l'infrastructure pour venir financer des projets de long terme, par exemple autour des énergies renouvelables, autour d'infrastructures, par exemple de transport, et aussi le non-coté immobilier. Ce sont des actifs de long terme qu'on détient sur du long terme, et on verra dans la discussion qu'ils ont certaines spécificités. Gorka, ça représente beaucoup d'entreprises? Alors, je regardais les chiffres ce matin Invest Europe. On a plus de 100 000 sociétés en portefeuille, donc gérées par des fonds de private equity. C'est un nombre considérable, notamment et complémentaire si on compare aux indices d'actions cotées, Eurostock 50, 50 sociétés. Donc, effectivement, le terrain de jeu, il est très large et profond. Très bien. Donc, si je résume bien ce que vous venez de nous dire, le non-coté, ça ne se résume pas simplement au private equity, mais c'est une vaste classe d'actifs. Deux, ce sont des placements qui sont en forte dynamique. Et trois, ce sont des placements qui soutiennent l'économie réelle, qui vont financer, les fonds placés vont financer les entreprises qui créent de la valeur et des emplois. Heu, Si je décide d'investir, dans du non-coté, quelles vont être les différences avec l'achat d'actions, classiques, en bourse? Alors, quand vous décidez dans le non-coté, il y a 2 éléments essentiels, c'est que c'est un engagement long terme, donc on est sur des horizons de placement longs et il faut aussi prendre en compte cette notion de illiquidité, c'est-à-dire qu'on décide quand on va investir, mais on ne décide pas quand on sort. Donc ça, c'est des éléments très importants par rapport au marché coté, où effectivement on peut par exemple faire un aller-retour dans la journée. Le private equity notamment, donc le capital investissement, le fait d'investir dans le capital des sociétés non cotées, on s'inscrit sur une approche beaucoup plus long terme. Philippe, oui, vous confirmez? Oui, oui, tout à fait. C'est des dimensions assez clés. Il y a aussi toute une dimension qui découle de cela, qui est toute la dimension de valorisation. C'est vrai, ce ne sont pas des actifs qui vont se coter et se valoriser, par exemple, tous les jours sur un marché boursier. Et donc, il y a toutes ces spécificités liées à la valorisation qui sont importantes à prendre en compte aussi. Bon, allons directement peut-être à la grande question que se posent nos auditeurs. Est-ce qu'avec du non-coté, je peux attendre un rendement supérieur à celui d'un portefeuille boursier classique? Je pense à la question à 1 million d'euros. On va y tenter d'y répondre à deux. Donc je laisse peut-être Philippe pour la partie historique de performance passée.
mais c'est une question importante, puisqu'il ne faut pas oublier, quand on investit, c'est avant tout dans l'espérance d'obtenir un gain. Ah ben, nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Quand on regarde un petit peu les chiffres, les chiffres historiques, donc on peut observer que les actifs non cotés ont généré une surperformance par rapport à leurs homologues, cotés. Mais c'est vrai que cette analyse, elle est très dépendante des données qu'on va utiliser, des sources de données. Parce que comme on le disait, ce ne sont pas des actifs qui sont régulièrement cotés. L'information n'est pas aussi transparente que sur les marchés cotés. Donc voilà, c'est les chiffres à prendre un petit peu avec des pincettes. Et surtout que les chiffres historiques qu'on va présenter, ce sont des chiffres historiques qui sont basés principalement sur des fonds fermés. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que pour le réseau et pour les retails, c'est de plus en plus des fonds evergreen. Donc notamment sur les fonds fermés, ce qu'on a pu observer historiquement quand on se met sur une très longue période, le private equity, en moyenne, quand on regarde en performance annualisée, a généré aux alentours des 14-15% 14 sur la quinzaine des dernières années. à Le, comparer en bourse avec. Ça a généré à peu près 6-7% de ce qui est en équivalent sur les marchés boursiers. Un sous-segment du capital investissement du private equity qui s'appelle le capital risque, lui, a généré une performance historique aux alentours des 18%. Et quand on va sur la partie dette privée, donc ici quand on va directement financer de la dette auprès des entreprises, en historique, on est aux alentours des 9%, et sur l'infrastructure, on est aux alentours des 10%. Et ce qu'on observe, c'est que l'ensemble de ces classes d'actifs non cotés, en historique, sont arrivés à générer une surperformance par rapport à leurs homologues cotés. Donc malgré toutes les précautions qu'on a bien entendu que vous avez prises au départ, la performance est supérieure. Oui. Vous confirmez, Gorka? Alors, je vais rebondir sur plusieurs points. Tu as mentionné fonds fermés. Il faut peut-être expliquer. Un fonds fermé, c'est un fonds qui a une période de souscription limitée, c'est-à-dire qu'on peut investir pendant 1 ou 2 ans et après le fonds il ferme, il n'accepte pas de nouveaux investisseurs. Et c'est un fonds qui a une durée de vie déterminée, souvent de 10 plus de 12 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fonds fermé. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les fonds evergreen? C'est des fonds qui ont 2 conditions, c'est-à-dire que c'est des fonds qui restent ouverts pendant toute leur durée de vie. Donc on peut acheter et vendre à tout moment, et ils ont une durée très longue de 99 ans. Donc voilà, déjà fonds fermés, fonds ouverts. Et c'est vrai que ces performances, les fonds evergreen sont beaucoup plus récents dans l'histoire, donc on a beaucoup moins de recul. Et les chiffres avancés par Philippe, ce sont ceux des fonds fermés, où là on a des séries de données très longues. On a des séries de données de 2002, même de début des années 2000, avec plusieurs fournisseurs de données. Donc il y a aujourd'hui suffisamment de littérature scientifique, statistique pour dire oui, le capital investissement ou les marchés privés surperforment, notamment les marchés cotés. Si on prend le CAC, c'est à peu près 6% de perf annualisés depuis une quinzaine d'années. Une fois qu'on a dit ça, on utilise des méthodologies pour comparer quelque part des pommes et des poires. On utilise ce qu'on appelle un PME, Private Market Equivalent, qui est une méthodologie statistique pour répliquer la performance du private equity, répliquer, on va dire, le même comportement sur les actions cotées, ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'effectivement, avec ces techniques-là, le private equity ou les marchés, on va dire, privés, surperforment les cotés. Je reviens, parce que ça, le 14%, c'est plutôt la performance qu'on a servi aux investisseurs institutionnels, c'est-à-dire BPI France. En tant que grand investisseur en France, où on investit, on a 60 milliards d'actifs sous gestion. Pour les particuliers, ce ne sera pas la même chose? Les particuliers, c'est beaucoup plus récent. On va le voir, les particuliers ont taxé à la classe d'actifs en France, finalement, depuis 2019, la loi Pacte. Donc c'est assez récent. Si on prend ces fameux véhicules evergreen à destination des particuliers, aujourd'hui, on a des études de France Invest, notamment de mars 2025. La durée moyenne de vie de ces véhicules est de 3 ans et demi, donc c'est très jeune. Sur ces véhicules-là, compte tenu de la structuration, on viendra tout à l'heure, la performance est pas comparable. D'abord, il faut attendre que ces véhicules soient plus vieux pour vraiment avoir des données éprouvées. Et 2, c'est des véhicules qui ont vocation à faciliter l'accès des particuliers. Donc, qui offrent un certain nombre de facilités en contrepartie aussi de moins de rendement. Donc, on est plutôt de l'ordre entre 6-8% de rendement versus les 14. Mais encore une fois, prudence, attention, il faut attendre encore que ces véhicules vieillissent. Et il faut rentrer dans le détail des caractéristiques de ces produits-là pour dire oui, ils offrent une accessibilité qui est plus grande, ils sont plus, on va dire, friendly pour le particulier, mais en contrepartie peut-être de moins de rendement.
D'accord, donc on a bien compris, prudence, mais quand même surperformance normalement à la clé. Alors au-delà du rendement, est-ce que le non-coté offre d'autres avantages? Oui, 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 tout à fait. Ce qu'on apprécie beaucoup sur le non-coté, c'est son pouvoir diversifiant. Ça, c'est très intéressant parce que quand on va inclure du non-coté dans des portefeuilles d'actifs traditionnels, ça va venir diversifier justement les moteurs de performance et les moteurs de risque. Et c'est vrai, quand on analyse, encore une fois, en historique, un petit peu des facteurs de corrélation, c'est-à-dire comment bouge une classe d'actifs par rapport à une autre, quand on va comparer notamment des classes d'actifs telles que le capital investissement européen avec les marchés cotés européens, on va trouver des facteurs de corrélation bien inférieurs à 1. Donc ça va être très intéressant à intégrer dans des portefeuilles sur le long terme. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de particuliers, pour diversifier leur portefeuille, en fait, et ça se fait depuis une vingtaine d'années, allaient tout simplement, par exemple, sur la partie actions, mettre à côté d'actions européennes des actions américaines. Mais quand on regarde notamment ces facteurs de corrélation entre actions européennes et actions américaines, on est sur des facteurs très proches de 1. Selon nos dernières études, sur les dernières décennies, on est à peu près à 0,9. Donc pas trop de bénéfices à la diversification, mais dès lors qu'on introduit du non-coté dans un portefeuille traditionnel, on en bénéficie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est quand dans un portefeuille traditionnel, on va inclure différentes classes d'actifs de non-coté en plus. Parce qu'entre elles, il peut y avoir des facteurs de corrélation très faibles, notamment entre le private equity, le capital investissement et la dette privée. Et donc ça, en termes de construction de portefeuille de long terme, c'est quelque chose qui est très intéressant à intégrer dans les portefeuilles. Alors, pour revenir sur les propos de Philippe, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est un coefficient de corrélation. C'est un ratio qui va entre -1 et 1. Ça veut dire que la corrélation parfaite, c'est 1. Par exemple, une action totale qui augmente de 10%, son indice de référence, le CAC 40, augmenterait de 10%. Ça veut dire que ça évolue dans le même sens. Et donc, ce qu'on cherche avec les marchés privés, c'est cette complémentarité qui est très importante quand on construit un portefeuille. En cas de hausse ou de baisse de marché, bah, tous les actifs qu'on a dans le portefeuille n'évoluent pas de la même façon. Et ça protège contre le risque. Un autre élément qui est intéressant, parce qu'on peut investir dans les marchés privés via différentes structures, le fonds de fonds par exemple. Dans le fonds de fonds, ça veut dire qu'on peut mettre des stratégies primaires, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on va investir dans des fonds qui vont investir, eux, dans des sociétés. On peut mettre du secondaire, qui est, on va dire, le marché du reconditionnement de l'occasion du private equity, qui est très intéressant parce qu'on a des décotes, on dérisque l'exposition au private equity qui est très longue, et on peut investir, par exemple, faire des co-investissements. C'est-à-dire, c'est dans les mêmes conditions, les gérants nous invitent à investir dans la même société. Donc ça, c'est une façon aussi de construire une exposition au marché privé. Pour en venir sur votre question, je vais citer deux éléments qui m'ont l'air extrêmement intéressants. Un, Philippe a parlé de diversification, mais c'est l'accès à un univers d'investissement complémentaire. C'est accès à ces 100 000 sociétés en Europe qui sont financées par des fonds private equity, qui ne sont pas accessibles via, on va dire, les marchés actions, via des ETF cotés. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ajouter une profondeur à son portefeuille via les marchés privés. Et le deuxième élément qui m'a l'air important, c'est pour 1 euro investi dans le private equity, en général, c'est 1 euro investi dans les sociétés de portefeuille. Donc on met son argent vraiment à disposition de ces PME ETI dans le cadre de leur développement, de leur croissance. Et ça, c'est important quand on est de plus en plus aujourd'hui à la recherche de concret, de donner du sens à son argent. Donc voilà, je pense que les marchés privés sont une bonne façon de donner du sens à son argent sur des projets qui sont très concrets euh, dans différents secteurs, différentes géographies. Donc si le non-coté est une diversification très intéressante dans un portefeuille avec un rendement intéressant, quels sont les risques associés? Ou y a-t-il des contraintes particulières? Parce que c'est souvent le corollaire d'un rendement attractif. Mmh. Oui, mais c'est le non-coté est totalement soumis à des risques, hein. Comme tout investissement. Tout d'abord, le premier risque, c'est le risque de perte en capital. On va tout simplement venir financer des entreprises, soit rentrer au capital des entreprises, soit leur prêter de l'argent côté dette, ou soit financer des projets. Et là, il y a totalement le risque que l'entreprise ne soit pas capable de performer ou de délivrer la performance souhaitée, ou tout simplement fasse faillite. Donc ça, ce risque est très important, le risque de perte en capital. Le risque d'illiquidité, qui lui est inhérent
à cette classe d'actifs, même s'il y a le développement de fonds evergreen, comme on investit sur des actifs non cotés de long terme, il y a forcément un risque d'illiquidité à prendre en compte. Donc ça, c'est très... Sortir, concrètement, je ne peux pas sortir dès que j'ai besoin de mon argent. Exactement, exactement. Les conditions, il y a des conditions en fait spécifiques à chacun des véhicules sur lesquels on peut investir. Et c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre dans ce qu'on investit et d'être bien accompagné. Par exemple, il peut y avoir des véhicules où il y a des périodes de blocage de rachat, ce qui s'appelle en anglais de lock-up, de quelques années, pour laisser le temps au fonds de vivre. Il y a des véhicules où aussi, si beaucoup de personnes souhaitent sortir en même temps, l'argent rendu aux investisseurs sera étalé dans le temps. Donc ça, c'est très important de bien comprendre tous ces critères-là, parce qu'en fait, il n'existe pas de produit magique. On ne peut pas mettre dans un fonds des actifs non cotés privés de long terme et avoir la même liquidité que si on achète un ETF en bourse. Gorka, ton analyse sur les risques Bien, ou les contraintes? bien sûr, il y a des risques qui sont la contrepartie de cette espérance de rendement plus élevée. Moi, je reviens sur effectivement la liquidité, même avec l'émergence des fonds evergreen qui sont une solution pour faciliter l'accès. On parle de semi-liquidité, comme tu disais Philippe, il y a des périodes de blocage. Souvent, c'est une liquidité à fréquence par exemple trimestrielle, avec des limites pour ce qu'on appelle des plafonds de rachat par fenêtre, c'est-à-dire qu'on va dire on vous sert à hauteur de temps. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que, il faut le dire, si on c'est pas son épargne de précaution qu'il faut investir dans le private equity ou dans les marchés privés. C'est-à-dire, c'est une épargne, une fois qu'on a saturé son épargne de précaution, c'est une épargne vraiment avec cet horizon d'investissement long. D'ailleurs, même sur les véhicules evergreen, il y a des périodes de détention recommandées qui sont longues, de 5-10 ans. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce qu'on peut être déçu si on investit et qu'on a un accident de parcours et qu'on essaye de retirer son argent au bout de 2-3 ans. On peut avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire on peut se retrouver à retirer son argent avec une moins-value. Donc cette temporalité et cette risque de liquidité, même sur les véhicules evergreen, c'est une semi-liquidité, il faut vraiment bien l'intégrer en soi. Donc voilà, et après il y a peut-être aussi une caractéristique qui est ce qu'on appelle le risque de valorisation, c'est-à-dire on n'a pas comme sur les marchés cotés une valorisation qui est faite par le marché, hein, par les transactions quotidiennes. Là, c'est souvent des valorisations trimestrielles. Donc ça a du pour et du contre, mais par contre c'est très compliqué d'avoir une valorisation à un moment donné parce qu'on veut vendre son actif. Encore une fois, on s'inscrit sur des temps longs. Et tout ça est justifié parce que quand un gérant de private equity va investir de l'argent dans une société, ce qu'on appelle dans du buyout, donc du capital transmission, la période de détention moyenne, combien de temps il reste investi dans ces sociétés-là, c'est entre 6 et 7 ans. Donc on voit bien que on doit s'inscrire sur cette durée longue qui va se traduire par ce risque de liquidité, de valorisation, cette temporalité beaucoup plus longue. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête et l'intégrer avant de franchir le pas et d'investir. Alors, l'ouverture du non-coté au grand public s'est accélérée avec la loi Industrie verte, promulguée en octobre 2023. Ce texte vise à accélérer la réindustrialisation de la France dans le respect de l'environnement. En quoi est-ce que ce texte a joué un rôle de catalyseur? Oui, mais ce texte est très important en effet, et il est aussi dans la lignée de ce qui avait été fait en 2019 avec la loi Pacte. 2019, la loi Pacte a permis l'ouverture de l'accès au non-coté dans certains plans d'épargne retraite et notamment en épargne salariale. Et là, la loi Industrie verte est venue renforcer cela. Et la loi Industrie verte, en fait, a imposé un minimum d'investissement en actifs non cotés dans les grilles de gestion pilotées. Donc ça, vous allez retrouver désormais à partir de juin, ça va être obligatoire à partir de juin prochain, un minimum d'actifs non cotés dans les grilles de gestion pilotées que vous pouvez avoir en épargne salariale, en épargne retraite et aussi en épargne assurantielle. Gorka, toi, tu le confirmes aussi, cette accélération liée à la loi Je, Industrie verte? je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un fait majeur parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 6 000 milliards d'épargne, donc 2 500 milliards d'assurance vie voilà, en général. Et que la loi Industrie verte, l'article 32-35 notamment, introduisent un minimum de non-cotés. Alors, c'est toujours au choix des épargnants parce qu'ils peuvent choisir de la gestion libre. Mais s'ils vont en gestion pilotée, la gestion pilotée, c'est une gestion qu'on va déléguer souvent à l'assureur. Là, en fonction de son profil de risque,
pour l'assurance vie et les contrats de capitalisation, et en fonction de son profil de risque et de l'horizon de départ à la retraite, on intègre un petit peu de non-coté. Je pense que c'est très salutaire, notamment dans ces enveloppes qui ont des périodes de détention très longues. L'assurance vie de tête, c'est 12 à 13 ans. En moyenne, les Français détiennent leur contrat à 12 à 13 ans. Donc, il y a une bonne adéquation entre la durée de détention de l'assurance vie et, on va dire, l'horizon d'investissement des sous-jacents. Et ça, c'est très important d'avoir cette adéquation. Et alors, pour l'épargne salariale ou l'épargne retraite, c'est encore plus. Les PERCO, c'est 23 ans de détention moyenne. Donc là, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir et de s'exposer à du non-coté, puisqu'on a le temps de faire fructifier, on a le temps d'aller chercher cette prime de liquidité, puisque de toute façon, le PERCO il est bloqué jusqu'à la retraite. Et je pense que vraiment les pouvoirs publics sont emparés du sujet en disant, bah oui, on a des belles enveloppes en France, que ce soit l'assurance vie ou le PERCO, avec lesquelles ces classes actives étaient très peu présentes. Très très peu présentes. Pour rappel, hein, nous on a fait des petits calculs. Aujourd'hui, les Français sont exposés à 0,01% dans le non-coté. Quand on prend ces 6 000 milliards au dénominateur, très très faible, et on prend au numérateur tous les fonds qui sont dédiés aux particuliers dans le non-coté, on tombe à moins d'1%, mais bien au-dessous d'1%. Donc effectivement, on a besoin de cette impulsion dans l'intérêt de tout le monde pour aujourd'hui faire augmenter le non-coté. Aujourd'hui, on est à dose homéopathique encore. Donc il y a encore énormément de travail à faire dans une approche raisonnable, dans le cadre d'une gestion diversifiée, pour justement avoir des portefeuilles mieux diversifiés. Et peut-être ce qui est intéressant là-dessus, ce que tu mentionnais, c'est que l'épargnant a quand même le choix. Parce qu'il a Oui. le choix entre gestion libre et gestion pilotée. Et au sein de la gestion pilotée, il va avoir le choix entre le type de grille sur laquelle il souhaite investir. Donc les grilles prudentes, équilibre ou dynamiques. Et justement, ce montant de non-coté va évoluer en fonction de ce type de grille et va aussi évoluer en fonction de son âge de départ à la retraite. Par exemple, si on se met en épargne retraite entreprise, sur une grille équilibre jusqu'à 20 ans de départ à la retraite, on est sur un minimum de non-coté de 8%. Et ensuite, on va voir que ce minimum de non-coté va décroître au fur et à mesure que la personne approche de la retraite. Est-ce que le non-coté me permet d'investir dans des secteurs stratégiques? Oui, bien sûr. Alors, le non-coté vous permet d'investir dans tous les secteurs. Nous, on est très présents notamment dans l'industrie, la santé, les télécoms, mais récemment, on a lancé une initiative sur la défense. Secteur souverain, stratégique pour assurer, on va dire, notre mode de vie de demain, parce que sans défense, on ne pourra pas développer d'autres secteurs. Donc oui, le non-coté a la vertu, quand on définit une politique d'investissement précise, d'aller chirurgicalement taper sur des secteurs assez précis. Bien sûr, c'est moins généraliste qu'un fonds qui investit, on va dire, en action généraliste dans des grands indices. Donc oui, via le non-coté, on commence à voir, et ça c'est aussi, on va dire, le secteur qui s'est professionnalisé. Jusqu'à maintenant, la plupart des fonds, on va dire, étaient plutôt généralistes, mais on commence à avoir des fonds dans les secteurs de la santé, dans le secteur, bien sûr, en France, dans le secteur de la tech, hein. On a une trentaine de licornes en France, et également, plus récemment, plusieurs initiatives sur le secteur de la défense, et qui sont des thématiques accessibles aux particuliers. Donc, l'offre s'est énormément diversifiée. Les professionnels, les gens de non-coté sont emparés de ce nouveau segment, et en disant, ben voilà, comment on peut proposer aux particuliers aussi de s'exposer à différents secteurs, à plusieurs thématiques. Philippe, tu confirmes aussi que les secteurs stratégiques sont bien représentés dans le non-coté? Oui, oui, totalement, totalement. Sur cette partie capital investissement, voilà, des secteurs stratégiques et thématiques comme la défense. Sur la partie infrastructure aussi, pour faire face à tous les enjeux de demain, énormément d'investissements pour financer tout ce qui est notamment la transition énergétique. Et donc ça va être, voilà, encore une fois, des briques très intéressantes à inclure dans des portefeuilles. Et aussi des secteurs, notamment si on regarde un peu plus sur le côté de l'immobilier, notamment des investissements qu'on peut avoir dans tout ce qui est des centres de données, des data centers, sur des éléments plus liés à la logistique. Aussi, on voit qu'avec tout ce qui s'est passé les derniers mois, notamment sur des guerres commerciales, etc., ça peut être très intéressant de développer ces secteurs-là. Donc non, non, très intéressant. Et avec une épargne qui est, comme le disait Gorka très bien, qui est directement investie dans l'économie réelle et directement dans des projets de transformation de l'économie de demain.
Alors, longtemps réservé aux professionnels, hein, aux institutionnels, le non-coté s'ouvre au grand public, mais est-ce qu'il vise un profil particulier? En clair, est-ce qu'il faut être particulièrement fortuné pour investir dans le non-coté? Alors, j'ai envie de faire une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire, oui, parce qu'aujourd'hui, on a des solutions accessibles à partir de quelques centaines d'euros, que ce soit en direct, sur des plateformes internet ou, via, son conseiller financier, voilà, qui va pouvoir vous accompagner. On a des solutions, qui sont aussi, suffisamment diversifiées pour mitiger ce risque de perte en capital qui est extrêmement important pour les particuliers qui vont s'exposer une ou 2 fois. Après le non-coté, à mon sens, nécessite deux choses, c'est une expérience, une connaissance, une compréhension. Donc ou bien on prend le temps, de l'acquérir soi-même, ou bien on se fait accompagner de façon, par un conseiller financier. Ça, c'est ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est un adage qui s'applique également au non-coté. Le deuxième élément, c'est que comme on disait au début, est-ce que ça fait sens d'investir dans le non-coté quand on n'a pas constitué son épargne de précaution? C'est-à-dire quand on constitue, son patrimoine, il y a d'abord, il me semble, une épargne de précaution qui doit nous permettre d'affronter, des coups difficiles, des imprévus de la vie. Il y a la machine à laver, qui se casse et ben, il faut aller, en acheter une nouvelle. Ben, c'est pas avec mon investissement, en private equity que je vais le faire. Donc Sauf si ça, c'est le les livrets, ça, c'est les livrets A, les livrets de vente durable, ainsi de suite. Mais ça, c'est important de dire, voilà, constituons-nous une épargne de précaution. Alors souvent, dans une ancienne vie, on disait c'est à peu près, allez, maximum 6 mois de salaire, par exemple. C'est une bonne épargne de précaution pour affronter les imprévus de la 6 vie. mois, d'accord. À peu près, allez, 6 mois de salaire. Et une fois qu'on a ça, effectivement, on peut commencer à diversifier, à réfléchir à des investissements plus long terme, des investissements plus rémunérateurs. Donc voilà, donc je dirais d'abord comprendre et deuxièmement, investir dans le côté, bien sûr, allez-y, surtout qu'aujourd'hui vous avez des solutions adaptées, mais constituez d'abord votre épargne de précaution. Parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'affronter les imprévus de la vie. Pardon. Très très concrètement, si je veux investir dans le non-coté, donc je vais voir mon banquier, qu'est-ce qu'il va me proposer, comme outil pour investir? Oh, vous avez des différentes options aujourd'hui. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, la loi Pacte et la loi Industrie verte ont beaucoup aidé, en ce sens. Donc tout d'abord, vous pouvez, avant d'aller voir votre banquier, beaucoup de salariés ont la chance d'avoir accès à de l'épargne salariale. Et c'est vrai que l'épargne salariale a été assez précurseur sur l'intégration du non-coté au sein de FCPE. Donc ça, à travers l'épargne salariale, vous pouvez trouver des FCPE qui vont mélanger du côté et du non-coté, avec une liquidité assez intéressante. Donc ça, c'est un premier canal. Et ça, pour quelques euros, vous pouvez acheter des parts de ces FCPE. Deuxième élément, vous pouvez, à travers des enveloppes telles que l'assurance vie, donc ça s'est extrêmement développé sur les dernières années, accéder à différents types de FCPR. Et pour rebondir sur ce que Gorka disait aussi, c'est intéressant parce qu'il y a différentes typologies de FCPR selon un petit peu vos projets, votre appétence au risque, vos horizons d'investissement. Certains qui sont sur de la dette privée, sur des horizons d'investissement un peu plus courts, d'autres sur du capital d'investissement un petit peu plus long. Donc ça, via l'assurance vie, vous pouvez trouver aussi beaucoup d'offres qui sont disponibles via du compte titre. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, si c'est un premier pas, on conseille énormément de pouvoir échanger avec votre banquier, votre conseiller en gestion de patrimoine, pour qu'il regarde bien justement votre appétence au risque, votre horizon d'investissement, les besoins de liquidité que vous pouvez avoir afin de trouver le bon produit. Gorka, tu insistais tout à l'heure sur, la nécessité de ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Quels seraient les conseils que vous donneriez à l'investisseur pour faire un investissement avisé et ne pas se mettre en risque? Bah, prendre le temps d'abord de s'informer. Il y a énormément d'informations, de documentation disponible. Ben, aujourd'hui, on est autour de cette table-là pour pouvoir partager, on va dire, ces connaissances-là. Mais voilà, il y a d'autres. Nous, par exemple, on a lancé le site Épargne Autrement, qui est un site gratuit à destination de tout le monde pour donner les quelques. Sur le site de BPI France ou? C'est une initiative conjointe avec France Invest qui est, on va dire, complément désintéressé, il n'y a pas de push produit. Et donc, c'est donner quelques clés, quelques fondamentaux de la classe d'actifs. Donc, s'informer,
comprendre, c'est-à-dire voilà, ce qu'on a mentionné, les avantages, les risques, l'horizon d'investissement long. Et puis, moi je rebondis sur tes propos, très importants, vous êtes sûrement déjà équipé. Si vous allez voir votre gestionnaire d'épargne salariale, votre gestionnaire d'épargne retraite, qui est souvent le même, si vous avez la chance d'avoir ce dispositif dans vos entreprises, demandez parce que eux, au plus tard en juin 2026, ils doivent s'équiper. Donc vous avez une super enveloppe qui est optimisée fiscalement, qui prépare un projet long terme comme la retraite ou l'épargne salariale qui est bloquée pendant 5 ans, je crois. Informez-vous parce que peut-être vous avez déjà un accès qui est facilité et efficient. Et puis ensuite, allez voir votre banquier, puisque votre banquier aussi, dans le cadre notamment des contrats d'assurance vie, voire des PEA, voire des PA-PME, peut avoir des FCPR ou d'autres types de supports qui vous permettent de vous exposer au marché privé. Donc je pense que voilà, il faut une curiosité, il faut un peu de temps, il ne faut pas hésiter à voir ces canaux existants qui, eux, en tant que distributeurs, ont commencé, sont déjà équipés. Donc voilà, donc je rebondirai sur les propos de Philippe sur l'épargne salariale. Nous n'avons pas encore évoqué la dimension ESG, du non-coté. Est-il possible de cibler là aussi des investissements, responsables en termes sociétaux, environnementaux et de gouvernance? Oui, oui, totalement. Et puis c'est un des grands bénéfices du non-coté, c'est justement cette capacité à pouvoir avoir des impacts directs sur les sociétés ou sur les projets qui viennent financer. Et donc c'est vrai aussi bien autour du pilier environnement, du pilier social et du pilier de gouvernance, parce que en fait, les gérants de fonds de non-coté vont accompagner les sociétés dans leur développement, vont accompagner les sociétés dans leurs choix stratégiques, et toutes ces dimensions ESG, en fait, ne peuvent pas être ignorées. Et ça, par exemple, si on balaye un petit peu rapidement les différentes classes d'actifs, parce que chacune d'entre elles ont de nombreux bénéfices, hein, en termes ESG, ou en tout cas pour les gérants qui souhaitent véhiculer ces idées-là. Si on prend par exemple le capital investissement, donc ça, il y a eu une étude intéressante de France Invest qui a été faite, qui montre qu'en fait, que les entreprises françaises qui ont été accompagnées par un fonds de capital investissement, entre 2017 et 2022, ont généré une création d'emplois de plus 4,7%, alors que dans le secteur marchand en français, on était à 1,3% et dans les pays de l'OCDE à 0,9%. Donc il y a vraiment un accompagnement des sociétés, ça vient favoriser l'emploi. Donc ça, c'est des études indépendantes. Sur la partie dette privée aussi, donc quand directement un fonds va venir prêter de l'argent à une entreprise, il y a eu des formats innovants qui ont été développés, comme par exemple dire le taux d'intérêt auquel je te prête de l'argent diminue si tu remplis certaines contraintes ou certains éléments ESG. Donc en gros, si tu es vertueux sur ces éléments-là, ton taux d'intérêt sera moins élevé. Et donc ça incite toute une industrie là-dessus, et on voit autour de tout ce qui est l'infrastructure, pour le coup, qui là est une classe d'actifs très intéressante et assez nouvelle pour la plupart des investisseurs particuliers, surtout parce qu'elle a un temps d'investissement très long et avait des tickets d'entrée très élevés. Donc pour des investisseurs qui sont capables de pouvoir rentrer avec des fonds evergreen sur de l'infrastructure, c'est très intéressant parce que ça va venir vraiment supporter tous les défis en fait de notre société, comme tout ce qui est le Green Deal européen pour transformer l'Europe en un continent climatiquement neutre d'ici 2050, et même aussi tous les sujets autour de la compétitivité sur tout ce qui est le transport et le digital, avec tout ce qui est le Connected Europe Facility. Donc c'est vrai, cette dimension ESG est vraiment au cœur. Et nous, par exemple, en tant que gérant de fonds, on a aussi la possibilité, quand on va investir dans un fonds de non-coté, de mettre en place ce qui s'appelle un contrat annexe, qui s'appelle une side letter, et qui fixe aussi nos vues ESG pour qu'elles soient propagées à travers le fonds dans lequel on investit. Bon, tout cela est passionnant, mais je pense qu'il est l'heure maintenant de prendre quelques questions de nos auditeurs. Je vois une question. Est-ce que le non-coté s'adresse à tout le monde ou uniquement au gros patrimoine? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère où ça s'est révolu. C'était vrai, notamment jusqu'en 2019, la loi Pacte, qui a permis de mettre du non-coté dans l'assurance vie. Aujourd'hui, le non-coté s'adresse à un public beaucoup plus large d'un point de vue réglementaire, à ce qu'on appelle les investisseurs non professionnels.
à partir de quelques centaines d'euros. Donc effectivement, à partir du moment où des solutions sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros, si on met du non-coté à hauteur de 5-10%, sans faire de conseil en investissement, mais sur un profil de risque équilibré, on se rend compte qu'on peut construire une petite exposition de l'ordre de 500 000 euros quand on a 10 000 euros d'épargne financière. Donc ça veut dire que, pour rappel, il y a 70% des Français qui ont plus de 10 000 euros qui ont 10 000 euros d'épargne financière. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça peut s'adresser à une large... À condition, c'est ce que tu disais tout à Ouais, l'heure, d'avoir une épargne de précaution bien déjà sûr. constituée. Voilà. Voilà. Philippe, tu... Oui, non, non, et sur ce sujet-là, c'est très important parce qu'on voit le développement, et tant mieux, de beaucoup de plateformes, justement, qui permettent des investissements dans le non-coté à partir de 1 euro, donc ce qui est une excellente chose. Mais voilà, mais je rejoins Gorka, ne pas oublier qu'on est sur un actif de très long terme et qu'il faut d'ores et déjà avoir créé son épargne de précaution et d'ores et déjà avoir une allocation bien diversifiée avant de rentrer sur cette classe d'actifs. Deuxième question, là je vois. Quels sont les risques principaux à connaître avant d'investir dans le non-coté? Ça C'est va un peu répondu, mais redites-le, les risques. On va rappeler, je pense que tout au long de l'échange, les risques ont été en filigrane et c'est important, mais on va rappeler les deux principaux, hein. Le risque de perte en capital, parce qu'on investit dans le capital dans les fonds propres des entreprises. Donc en cas de faillite, on est les actionnaires, donc on est ceux qui prennent la perte les premiers. Et deuxièmement, ce risque d'illiquidité, de ne pas pouvoir récupérer sa mise quand on le souhaite. Autre question, comment puis-je m'informer et en apprendre plus sur le non-coté pour faire un bon choix? Oui, vous avez insisté sur la nécessité de s'informer. Où est-ce qu'on peut le faire? Oui, ça c'est clé. Ça c'est clé pour le non-coté et comme pour tous les autres investissements. C'est vrai que ce sujet du non-coté avec la démocratisation, vous pouvez lire beaucoup d'articles sur le sujet, voir beaucoup de choses. Non, non, pour s'informer, il existe différents canaux. Donc je dirais tout d'abord échanger avec son conseiller bancaire et son conseiller en gestion de patrimoine, prendre le temps de poser toutes les questions et surtout de bien comprendre le produit dans lequel on investit. On a aussi beaucoup d'informations sur le site France Invest, donc là qui fait beaucoup d'études et qui œuvre beaucoup sur de la pédagogie sur ce sujet-là. Il y a aussi donc le site de BPI que tu mentionnais, pour avoir eu l'occasion de me promener dessus, c'est très clair, ça propose les bons messages. Mon épargne et moi, évidemment, sur ce sujet-là. Par exemple, vous avez beaucoup aussi de gérants d'actifs qui ont des sections sur leur site internet un petit peu pédagogiques. Par exemple, Natixis a créé un partenariat avec Préquin qui offre énormément de petites vidéos, de textes qui expliquent le non-coté. Donc voilà, beaucoup d'éléments à disposition. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en France, on a l'autorité des marchés financiers qui est là pour réguler tout ce système-là. Et si à un moment vous avez des doutes ou des questions sur un produit qui a pu vous être présenté, n'hésitez pas à contacter l'autorité des marchés financiers qui sera là pour vous guider et vous aider sur ces sujets-là. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers a du matériel pédagogique qui est très bien adapté pour les particuliers. Moi, je citerai bien sûr les deux initiatives pour s'informer et épargner autrement. Et deuxième initiative à laquelle on a participé, pour se former, Place des investisseurs, qui est une association, on va dire, d'investisseurs particuliers, qui a développé un module de formation gratuit en ligne sur le private equity. Donc voilà, on commence à avoir beaucoup de matériel pédagogique pour les personnes qui sont intéressées et motivées avant de franchir le cap. Très bien, donc il y a de quoi faire. Il me reste à vous remercier, Philippe, Gorka, et remercier aussi nos auditeurs de nous avoir suivis pour ce nouveau rendez-vous éco-responsable. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.